Hello, ici Johan Yangting, je suis très heureux de vous retrouver pour une interview exclusive. Mon invité va arriver, il s'appelle Tony Jazz, on va parler de l'argent, on va parler de comment investir, du mindset avec l'argent, des croyances limitantes, de la culture aussi sur l'argent, de comment aussi bien gérer son argent, sécuriser. Bref, gros sujet sur l'argent, il va arriver dans quelques instants. C'est un petit format à la cool qu'on va enregistrer en Tesla pendant un petit déplacement qu'on fait ensemble. Comme ça, vous allez pouvoir écouter cette discussion. Prenez-le comme une discussion de deux personnes qui partagent de la valeur avec vous et j'espère vraiment que vous pourrez en tirer le meilleur. Donc soyez attentifs, profitez des pépites et j'ai envie de dire, c'est parti. Let's go. Salut Tony, ça va? Ça va et toi? Yes, alors aujourd'hui je suis avec Tony Jazz. Ça fait maintenant pas mal d'années qu'on se connaît. Oh oui, beaucoup d'années. Et on va parler argent aujourd'hui, gros sujet, l'argent, les investissements, l'entrepreneuriat, parce que je sais que vous êtes nombreux à nous écouter, à avoir justement besoin de conseils sur ça. Donc déjà, avant de commencer, parce que je crois que tu as une histoire assez folle, Ouais. On s'est connus, je crois, vers 2011, j'étais encore étudiant, je finissais mes études, Ouais. et je me lançais dans l'entrepreneuriat, tu étais déjà en agence, toi, tu avais déjà une petite carrière et tout, et je sais qu'au moment où tu as eu la musique d'Obama, là, Ouais. c'est-à-dire qu'on travaille avec Obama, on s'est perdu de vue. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette décennie en fait? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette décennie? Alors quand on s'est connus, j'avais créé l'agence. Derrière, les équipes d'Obama étaient revenues parce que j'avais déjà fait une musique en 2008. Donc là, c'était en 2012. C'est la période où toi, tu étais reparti de l'agence et qu'il y a eu tout ça. Après, gros buzz Obama, forcément. Ouais. Quand t'as un Français qui fait la musique du président américain, Pour la terre entière campagne, en parle. Donc ça, c'était l'énorme buzz. Ensuite, derrière, il m'est arrivé tout un tas de merde, mais incommensurable, Ouais. à en dormir dehors, et ce n'est pas qu'une expression. Ouais, Et tu t'es retrouvé à la rue carrément. à la rue carrément. Ouais, non mais c'est intéressant après si t'allais en parler parce que justement moi, ce qui m'intéresse aussi c'est les galères et comment on en sort et comment t'arrives là où t'en es aujourd'hui. Donc, comprendre l'état d'esprit Ouais. et aussi ce qu'il peut mettre en place. Ouais, en vrai, on va en reparler, mais le grand secret de comment en sortir, c'est l'entourage qu'il y a autour de toi, Ouais. qu'il faut changer, ou bien l'entourage qu'il faut se créer. Et généralement, c'est les deux cas. Il faut se créer un entourage Ouais. et changer totalement son entourage. C'est l'environnement, essentiel. quoi. C'est l'environnement qui m'a mis dehors. Ouais. C'est l'environnement qui m'a fait sortir de dehors. Ok, donc donc c'était comme quoi ton environnement, soit il te fout dans la merde et te met à la rue, Ouais. soit il te tire sort vers de le la haut rue. et il te sort de la rue. Absolument. C'est vraiment intéressant. C'est absolument ça. Ouais. Ouais. Alors après ça, j'ai travaillé pour l'ancien Premier ministre et maire de Bordeaux, Alain Juppé. Oui. Après, j'ai créé une société qui était spécialisée dans le marketing de crise. Donc en gros, dès qu'il y a une merde dans un groupe ou avec un politique, on m'appelle, je règle le problème. Ouais. En plus de ça, j'ai commencé à faire tout un tas d'investissements immobiliers dans tout un tas de choses. Et c'est comme ça que je me retrouve aujourd'hui à donner énormément de conseils là-dedans parce que finalement, Oui. ça l'a fait et je me suis rendu compte que c'était quand même assez simple. J'avais plein d'amis qui avaient besoin de conseils là-dedans parce que pour eux, c'était hors sol. Je dis bon, je vais vous montrer comment je vais faire. Non mais c'est impressionnant parce qu'en plus là tu montres que tu t'es retrouvé vraiment dans la merde au point de dormir dehors De dormir dehors, de ne pas avoir d'argent, de avoir compte d'argent. bancaire bloqué. et compte bancaire. Voilà. Et dans cette situation là, tu arrives après à te relancer, à pouvoir te refaire une vie parce qu'à ce moment-là t'avais quel âge? Enfin t'avais la trentaine je crois. Alors à ce moment-là, c'est simple, quand je me retrouve à la rue, j'ai 26 ans, 27 ans. Ouais, donc en fait t'approches de la trentaine Ouais. et nage où t'es censé être plus posé, tranquille. Tranquille, Et toi normalement. tu repars limite de zéro en fait. Ah ouais, pas limite de zéro, en dessous de zéro. En dessous de zéro. En dessous de zéro. Ok, et vraiment, enfin, on va pas aller dans tous les détails, mais qu'est-ce qui, dans ta tête, il se passe à ce moment-là et qu'est-ce qui te motive à repartir? Parce que beaucoup, pour eux, c'est fini, ils ont plus envie. Comment Ouais. l'état d'esprit pour te relancer à ce moment-là? Alors, le truc, c'est que quand tu te retrouves à dormir sur un banc, bon, alors moi, j'ai jamais fait la manche ou ce genre de truc parce que c'est plus fort que moi. Ouais. Je peux pas. Mais tu sais, tu rencontres des gens qui vivent dehors et quand Oui. tu les vois, déjà, tu te rends compte d'une chose, c'est que toutes ces personnes-là, il leur arrivait un truc et la vie, elle a fait dehors. Et Comme moi, ça. mais comme ça. Moi, c'est comme ça que c'est arrivé. Hein. Ouais. Un soir, je rentre chez moi, je mets la clé ne passe pas, les serrures ont été changées. En quelque sorte, pas en quelque sorte, en l'état, ma copine me met dehors. J'ai nulle part où aller, je connais pas la ville, je viens d'arriver ici.
dodo, dehors. Ouais. Donc en fait, c'est comme ça que ça se passe. Et tous ceux que j'ai rencontrés qui étaient dans cette même situation, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est tu perds ton travail, t'es malade, tu t'es retrouvé à l'hôpital, t'es resté trop longtemps, on sait pas où t'étais, ton logement a été repris. Dehors. Ouais. C'est aussi rapide que ça. Comme quoi souvent on juge, on dit t'as pris des mauvaises décisions et tout, bon on pourrait toujours débattre dessus, mais il y a des fois la vie elle te met une claque tellement forte que tu peux tout perdre et tout dégringole quoi. Oh, mais c'est une escalade qui est, en fait c'est simple, c'est comme si tu prenais le toboggan de la sortie. Ouais. Et c'est pas un truc où tu peux te raccrocher à une marche, tu te rattrapes, tu tombes, tu remets sur les fesses. Non, là, plus t'es sur les fesses, plus tu glisses. C'est des toboggans de parc aquatique où tu descends. Oui, tu descends, ça ne s'arrête pas et tu ne peux rien faire d'autre que de descendre. Ouais. Parce que partout où tu t'accroches, tu sens que c'est un truc qui va se reglisser. Et en fait, très concrètement, c'est une suite logique de mauvais choix, de mauvaises décisions. Avec du recul, je me dis, ouais, ok, j'ai compris, ok, oui. C'était logique. Mais sur le moment, tu le vois pas, tu le sais pas trop. Et là, tu dis, ok, d'accord, j'ai compris pourquoi ça m'est arrivé, à cause de ça, puis à cause de ça. Et c'est ton environnement, c'est les gens qui sont autour de toi, c'est les décisions que tu prends pas au bon moment. Tu te dis, mais j'ai le temps, ça peut se faire. Ouais. C'est ça qui te met dedans. Ok. Et par rapport à ça, justement, c'est quoi parce que c'est le sujet principal, c'est comment tu vois l'argent? Parce que tu as connu justement ce manque. Ouais. Et tu as connu, enfin là tu t'es relancé, tu as investi et tu es plus dans ce qu'on pourrait appeler l'abondance. Ouais. C'est quoi pour toi, quelle est ta vision de l'argent et ton rapport à l'argent? Alors, l'argent pour en avoir eu, avant que tout ça m'arrive, pour en avoir eu quand même beaucoup, on va dire, parce que quand tu bosses, je bossais en maison de disque avant, tu gagnes quand même assez bien ta vie, t'es pas payé régulièrement, mais quand t'es payé, tu vis bien. Donc pour en avoir eu connu beaucoup et pour avoir connu Dèche très clairement, oui. J'ai bien compris que l'argent c'est quelque chose qui va et qui vient. Oui. Franchement, je te jure que l'argent c'est une énergie. Les gens ne se rendent pas compte, ils le prennent comme une sécurité, c'est une énergie. C'est comme quand le soir t'es fatigué, que tu t'endors et que le matin tu te réveilles, t'es en forme. Je te jure que l'argent c'est la même chose. Quand t'as compris que c'est de l'énergie qui vient et qui va, tu sais que quand là ça vient moins, c'est pas grave, c'est juste qu'il y a un souffle qui est repris pour que ça puisse remonter. Mais c'est à toi de bien te reposer, de faire tout ce qu'il faut pour que ça puisse remonter, parce que ça se fait pas comme par magie. Hein. Oui. Et en fait, l'argent pour moi aujourd'hui c'est juste un outil. Il y a des périodes où ça va, ça rentre parce que les investissements payent, et il y a une autre période où là il n'y a rien, donc il faut faire attention, il faut se reposer, il ne faut pas prendre de risques, pas de mauvais choix, pas de choses comme ça. Et tu te rends compte que ça revient tout simplement. Et d'ailleurs justement c'est intéressant que tu en parles, parce que je crois que moi j'ai connu des périodes où j'étais très anxieux avec l'argent, et bizarrement, même quand j'en avais beaucoup, parce que j'avais peur de perdre. Ça veut dire que j'ai beaucoup d'argent sur mon compte, mais j'ai un truc dans ma tête qui me dit mais peut-être que ça va s'arrêter du jour au lendemain, peut-être que je vais tout perdre, la peur de perdre, la peur du manque. J'ai réussi à surpasser ça avec les compétences, en sachant comment gagner, et puis avec cette philosophie de l'argent il va, il vient, et que la vie, en fait pour moi la meilleure réponse c'est l'attitude que tu as et les compétences à savoir en faire. Mais je voudrais savoir toi, comment justement, quel conseil tu pourrais donner à ceux qui sont anxieux avec l'argent et qui ont peur de manquer d'argent justement? Alors ça c'est exactement ce qui se passe quand tu es dans l'accumulation de l'argent. C'est-à-dire que tu es tellement anxieux du fait qu'il te manque de l'argent que qu'est-ce que tu fais? Tu emmagasines et tu dis il me faut des poches pleines, et je sais qu'avec les poches pleines je pourrais marcher tranquillement, je pourrais avancer dans la vie tranquillement. Le problème c'est que c'est un poids d'avoir les poches pleines, comme réellement. Et tu te rends compte que comme l'argent est une énergie, si jamais toi tu te dis il faut surtout pas que je m'endorme, parce que si jamais je m'endors, tu vois, je vais plus pouvoir vivre. Mais en fait c'est ça, l'argent c'est la même chose. À un moment tu dois en avoir moins, de façon à ce que tu puisses réfléchir différemment et te dire ok, là comme j'ai moins d'argent, tu sais, tu vas faire des économies différemment, tu vas peut-être rouler un petit peu moins, tu vas peut-être trouver une petite station essence peut-être moins chère que d'habitude, tu vas faire des choix que tu n'aurais pas fait si jamais tu avais les poches pleines. Et c'est en ça que l'argent est une énergie qu'il faut garder, se dire quand on en a moins, c'est fait exprès pour réfléchir différemment. Et l'accumulation de l'argent, c'est comme si tu prenais des shoots de vitamine C pour ne jamais t'endormir. C'est une énergie, donc tu dois te reposer parfois, tu dois être réveillé parfois. L'argent, tu dois des fois ne pas en avoir pour te dire ok, comment est-ce que je peux faire différemment. Moi, il n'y a que dans les moments où j'ai eu beaucoup d'argent où je me suis jamais posé de questions, et quand je payais comme ça. Et il n'y a que les moments où j'ai eu que très peu d'argent où je me suis dit ah mais tiens, est-ce que ce serait pas moins cher d'aller là, est-ce que finalement ça je peux pas le reporter à plus tard. Et où finalement quand du coup j'ai eu plus d'argent, j'ai appliqué les conseils que je faisais quand j'avais pas d'argent. C'est intéressant que tu en parles, parce que il y a un truc que je dis souvent, c'est que dans l'entrepreneuriat surtout, les pires moments c'est quand tout va bien.
Ouais. Parce qu'en fait, tu as beaucoup d'argent, tu te reposes, tu te dis c'est bon, le business il tourne, les clients ils arrivent, t'arrêtes d'innover, t'arrêtes de te remettre en question. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment où le marché il tourne, il y a une concurrence qui arrive, où t'as des trucs qui vont se passer et qui vont te mettre vraiment dans la merde et là tu vas être au pied du mur. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois, justement, ça peut paraître choquant, mais quand tout va bien au niveau financier, c'est là que tu arrêtes de prendre les bonnes décisions parfois. Ouais. Mais c'est toujours comme ça. Ouais. C'est la même chose. Regarde, t'as pas d'argent, tu crées ta boîte et tu veux quelqu'un pour te faire un logo ou pour te faire un travail pour toi de freelance. Bah, tu vas apprendre à négocier, tu vas essayer de trouver celui qui a le meilleur rapport qualité-prix. Et puis quand tu as de l'argent, tu es opulent, tu dis bon, bah, vas-y, je vais prendre celui-là, en même temps, je vais le tester. Et en fait, finalement, tu te rends compte que c'est quand tu as peu d'argent que tes choix sont souvent le plus réfléchis. Mais encore une fois, la peur de manquer est un grave problème parce qu'il t'amène à faire des choix qui souvent ne sont pas les bons en investissement, toujours en investissement. Parce que je te donne un exemple très concret. Je vais te donner l'exemple d'un appartement que j'ai acheté et je me rappelle du robinet de vasque que j'achète. Et j'achète un petit truc, je me dis bon, ils sont à combien? Oh, tu te rends vite compte qu'en fait tout ça coûte très cher. Hein. Donc là, je me dis bon, lui il est à 50 €, le prix en dessous c'est 20 €. Je me dis bon, je veux prendre celui à 20 € parce que je fais plein de travaux et donc faut gratter. Un an plus tard, ce robinet tombe en panne, dégâts des eaux, assurance, machin. Pour un choix où j'ai pas voulu mettre 30 € de plus, je me suis retrouvé avec l'assurance, le voisin d'en dessous qui gueule parce qu'il y a de l'eau, il y a un truc d'eau, le locataire qui du coup me coupe de toutes mes activités parce que bah, il faut réparer ça parce que je suis le propriétaire. Ouais. Et je me dis voilà, pour 30 € que j'ai pas voulu mettre en plus à un moment, j'ai fait un mauvais choix. Et c'est pour ça que je dis que dans l'investissement, les pires choix sont faits quand tu n'as pas d'argent. C'est-à-dire que quand tu veux investir, tu dois penser comme un riche, pas comme un pauvre. Parce qu'il t'arrive ça. Et c'est souvent le mauvais choix qui te fait tout arrêter de toutes tes activités pour que tu puisses te concentrer sur lui. Donc c'est pour ça qu'il est très important de penser comme un riche quand tu investis. Et penser comme un pauvre quand tu entreprends. Ouais, c'est vraiment intéressant. Donc ça veut dire que c'est une gymnastique mentale de quand tu entreprends, faut voir le minimum de tes moyens pour agir sous la contrainte. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de boîtes se planter le moment où ils ont fait une levée de fonds, où ils ont eu plein d'argent. Mais oui, t'es blindé, tu réfléchis différemment. Alors que quand t'as pas de thunes, c'est là que tu vas trouver les meilleures campagnes marketing, que tu vas optimiser au maximum. Tu vas être créatif. Tu vas faire aussi des recrutements, enfin faire beaucoup attention parce que parfois t'as beaucoup d'argent et tu dis bon c'est bon on recrute et tu prends les mauvaises personnes, tu fais pas gaffe. Donc c'est vraiment intéressant que t'en parles et c'est vrai qu'il y a aussi ce truc de, il faut aussi, même quand t'es dans concrètement le manque, t'as pas beaucoup d'argent, penser ok abondance, long terme, combien ça va me coûter sur le long terme parce que c'est vrai qu'il y a une expression ce qu'on dit souvent, c'est, je l'ai dit en français, c'est que souvent ce qui est pas cher te coûte plus cher après. C'est ça. Et vouloir faire des économies sur certaines choses, après ça va te coûter beaucoup plus cher sur la suite. Ouais, c'est ça. Et justement, selon toi, puisqu'on parle des erreurs, c'est quoi les plus grandes conneries qu'on peut faire avec l'argent justement? De ton expérience, c'est les plus grosses erreurs où on pourrait dire, bon avant de donner des conseils sur quoi faire et comment investir, peut-être éviter les pires conneries à faire quand on investit. Alors quand on investit, les pires erreurs à faire, c'est aller vers tout ce qui est investissement dit rapide. Retour sur investissement en quelques semaines, en quelques jours, en quelques mois. Quand t'entends ça, ça doit faire une alarme dans ta tête en mode 1-1, pas normal. Ouais, facile, rapide. Voilà. Facile, rapide. Un copain m'a parlé, produit révolutionnaire. Alarme rouge. Alarme rouge, ça c'est des trucs de. C'est le red flag. Ça c'est le red flag de attention, arnaque, peut-être MLM chelou, peut-être. On va en parler ça. Peut-être marketing ou arnaque, scam typiquement. Donc tout ça c'est des trucs, faut se dire ok, pas normal à éviter. Si la deuxième chose dans l'investissement qu'il faut éviter, la deuxième erreur qui a été une erreur, tout ça c'est des erreurs que j'ai pu faire. La deuxième erreur, c'est celle où les gens te disent donne-moi juste, je vais investir pour toi, donne-moi juste 5%, je te donne 5% de tout ce que je gagne. Oui. Ça, il y a des trucs réels qui font. Je vais te donner un exemple d'une société, des agences immobilières. Les agences immobilières font ça. Qu'est-ce qu'elles font? Elles te prennent ton bien immobilier, elles te disent je vais te trouver un locataire, je vais trouver tout ce qu'il faut. Et moi je vais prendre, et l'agence elle te dit je vais prendre, je dis n'importe quoi, 5-6% tout ça. En vrai, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre une annonce sur le bon coin. Elle va trouver le locataire, elle va faire tous les papiers et elle va le mettre en location et elle va te prendre 5% pour ça, ou 6% ou 12% ou peu importe. Et c'est là le problème de cet investissement-là ou de ce type d'investissement, c'est que tous les investissements que les autres font pour toi ou que les autres gèrent pour toi,
ça veut dire que tu n'es pas en train d'apprendre quelque chose, donc tu sais pas faire, tu sais pas comment on fait un contrat, comment on fait un état des lieux, comment on fait tout ça. Quand tu te rends compte de ce que c'est réellement, tu te dis mais comment j'ai pu payer une agence pendant des années pour un truc qui m'a pris 5 minutes et sur de l'argent qui m'ont pris tous les mois. Donc c'est simple, quand il y a un investissement qui est fait pour toi, à ton bénéfice, mais où la personne gère tout, ça veut dire que tu n'es pas en train d'apprendre, donc ça veut dire que tu es en train de perdre de l'argent. Donc c'est pour ça que les gens vont rarement vers les investissements, tout simplement parce qu'ils se disent mais il y a tellement à apprendre, j'ai pas envie, je vais payer quelqu'un pour ça, c'est la facilité. Cette facilité, si ça se trouve, c'est l'apprentissage de quelque chose qui va te mettre une semaine à apprendre. Jamais plus, parce que les investissements c'est quelque chose de bête. C'est pas pour rien qu'il y ait des gens qui n'ont pas fait d'études ou de longues études et qui sont souvent les meilleurs investisseurs. La preuve, j'ai un bac +2 que j'ai eu sur le fil du rasoir, même moi j'ai été étonné d'avoir eu mon diplôme et pourtant comme je le dis souvent, je suis pas bon en maths, mais je sais compter. Oui. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que la notion d'apprentissage, on a parlé de la peur du manque tout à l'heure, de prendre des bonnes décisions et tout, mais en fait si on délègue des compétences à certains moments, on n'est pas en train d'apprendre et on n'est pas autonome après. Absolument. Ça veut dire qu'on dépend de ces personnes tout le temps. Et soi-même on ne sait pas comment le faire, donc c'est dur de reproduire. Ouais. Alors que si vous prenez le temps au moins, non seulement quand on connaît, on peut mieux déléguer, parce que quand tu délègues, tu sais au moins ce que les gens font, si tu ne peux pas avoir ou arnaquer ou autre. Exactement. Et puis surtout, quand tu as les compétences, tu peux repartir de zéro. C'est ça. Moi il y a une phrase que je disais très récemment, alors j'ai un établissement, on s'est retrouvé tout à l'heure, j'ai un bar à bière et je disais justement au responsable du bar, avant de déléguer à un barman ou un truc quelque chose comme je sais pas, la com, les partenariats avec je sais pas quoi, je lui dis tu dois d'abord toi maîtriser de façon à ce que tu puisses savoir combien de temps ça met, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça, pour que quand tu demandes des comptes à quelqu'un, tu puisses demander des comptes de quelque chose que tu maîtrises. Donc tu sais si tu n'es pas en train de te faire avoir ou quoi ou qu'est-ce. C'est important de maîtriser avant de déléguer. À la limite, quand tu veux, je prends l'exemple de l'agence immobilière de tout à l'heure, quand tu dis à l'agence immobilière ok, combien coûtent vos frais, qu'est-ce que vous faites, si toi tu sais le faire parfaitement, tu es en capacité de négocier parce que tu sais combien de temps réel ça prend, tu sais si c'est intéressant ou pas intéressant. Mais tant que si tu ne maîtrises pas, à aucun moment tu ne dois déléguer. Oui, parce qu'en plus c'est là que tu te fais avoir, c'est là que tu ne sais pas comment prendre les bonnes personnes, tu n'arrives pas à capter les compétences, ou en tout cas de se faire conseiller par quelqu'un qui connaît et qui pourrait t'aider pour ça. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc justement, on a beaucoup parlé d'investissement. C'est vrai que toi, ton truc, c'est vraiment beaucoup l'immobilier, c'est un peu l'entrepreneuriat et tout. Moi, c'est vrai que c'est beaucoup plus l'entrepreneuriat, le business. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent et qui se disent, ok, moi j'ai envie maintenant de commencer à investir pour me sécuriser ou pour apprendre, etc. Tu recommanderais quoi pour commencer à investir? Et surtout qu'il y a tellement d'opportunités que je pense que les gens sont un peu perdus. Ils se disent est-ce que je me lance dans l'immobilier, dans le business, dans les cryptos, c'est autre chose. Dans quoi on se lance? Comment on se lance? Comment toi tu pourrais aider par rapport à ça? Alors, ça dépend évidemment du budget de départ. On va faire deux cas. Le cas j'ai beaucoup d'argent, le cas j'ai peu d'argent. Okay. Je commence avec le cas j'ai peu d'argent. Avec le cas j'ai peu d'argent, comme d'ailleurs avec le cas j'ai beaucoup d'argent, tu peux commencer par l'immobilier. Pourquoi? Parce que tu vas jamais mettre 150 000 euros, parce que tout le monde n'a pas 150 000 euros sur son compte pour acheter un appartement, une maison, je sais pas quoi. Forcément, c'est l'argent de la banque. Donc, et même si tu l'as, c'est pas forcément et si tu l'as, faut surtout pas tout mettre pour acheter une maison. Non, faut s'en servir, comme on dit, de levier pour dire à la banque j'ai de l'argent des autres. Voilà, mais il faut utiliser l'argent des autres pour investir. Faut surtout pas utiliser. On utilise son argent pour faire des réparations, pour quelque chose de ponctuel, mais quand c'est un investissement, on utilise l'argent des autres étant celui de la banque, bien évidemment. Donc qu'on ait beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent, premier investissement, l'immobilier, parce que c'est quelque chose de sûr, c'est quelque chose de facile, et surtout vous ne vous retrouvez pas à la rue. Que tu aies peu d'argent ou que tu aies beaucoup d'argent, il est très intéressant de commencer à perdre, on va dire, plus ou moins aussi très rapidement de l'argent. Parce que quand tu gagnes de l'argent, tu as une euphorie qui fait que waouh, t'es content, t'as envie de réinvestir ou t'as envie de remettre au pot, et souvent t'as envie de remettre encore plus gros. Et peut-être que tu peux perdre à ce moment-là. Mais moi je dis souvent aux gens, c'est important et intéressant que vous puissiez très vite perdre de l'argent, juste pour ressentir ce que ça fait. À quel point c'est chiant, à quel point le fait d'avoir été peut-être trop rapide ou de ne pas avoir assez réfléchi te met dans une situation où tu dis ok, la prochaine fois je vais faire gaffe. Et mieux vaut que ça t'arrive quand tu perds 500 euros que ça t'arrive quand tu perds 50 000 euros. Donc apprendre à investir,
c'est aussi apprendre à perdre de l'argent, comme apprendre à en gagner. Parce que quand tu gagnes, ok, qu'est-ce que je fais de cet argent? Comment je le réinvestis? Donc tout ça, c'est important. Maintenant, de manière factuelle, quand tu as peu d'argent, va vers des choses simples. Les cryptos, c'est très bien, c'est très simple, c'est factuel. Va vers des éléments comme de la bourse, où tu vas acheter quelques actions, ou bien tu vas acheter des groupements d'actions, qu'on appelle généralement les ETF. Ça peut être intéressant parce que tu peux mettre que 5 euros, que 50 euros, que 100 euros. Il n'y a pas réellement de minimum. Après, s'habituer, par exemple, si vous avez 100 euros, au lieu d'aller dépenser dans une paire de Nike, investissez en actions et tout, et c'est de l'argent qui va travailler pour vous et qui va fructifier. Exactement. D'ailleurs, j'ai même créé une petite règle. À un moment, quand j'ai vu l'importance d'investir, ma règle, c'était que si je dépense 100 balles pour ce que je peux considérer comme un truc futile, genre des chaussures et tout, je dois mettre aussi 100 balles en investissement. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Et ça me forçait justement à cette notion de ça va te coûter plus, mais cet argent tu aurais pu directement l'investir, mais si tu le fais, t'investis à côté. Donc c'est vraiment un truc mental qui m'a un peu aidé, et finalement j'ai vu que souvent c'était plus simple d'investir la somme totale plutôt que de dépenser comme ça. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, j'aime bien cette idée. J'aime bien cette idée. J'avais lu ça dans un livre, je sais plus lequel, mais j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Je m'étais mis ça en discipline pendant quelques années. Ouais, je vais la garder celle-là. Et du coup, donc tu disais oui, donc commencer par ça, et puis je pense que quand il y a la notion d'investissement, parfois les gens ils vont carrément dire, et là on va peut-être continuer dessus, mais c'est oui, mais je n'ai pas d'argent et donc je ne peux pas. Je n'ai pas d'argent donc je ne peux pas. Je vois souvent ça. Qu'est-ce que tu leur répondrais? Alors, toute création monétaire est partie de rien. C'est-à-dire que quand les premiers trocs sont arrivés, il a bien fallu qu'il y en ait un qui se bouge pour aller chercher le poisson, pour l'échanger contre un morceau de silex, une arme, un pot, un truc. Donc on peut ne rien avoir, mais on est entouré de choses où on est capable de faire des choses. Même si tu n'as pas d'argent, tu as bien un truc chez toi qui ne te sert à rien depuis des années et que tu peux vendre sur le bon coin et ça va te faire 20 euros. Ces 20 euros, tu les prends, tu les mets sur ton compte bancaire, tu les poses à la banque et tu prends ces 20 euros pour peut-être les mettre sur 20 euros d'actions d'une marque que tu consommes tous les jours. Et au moins là, comme ça va commencer à travailler pour toi. Et peut-être que ça dormait dans ton garage, dans ton grenier ou dans un coin d'une pièce de chez toi. On l'a dit, tout ce qui stagne finit par pourrir, donc il faut que ça circule. Il faut que ça circule. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas d'argent. Et si toi tu prends ces 20 euros qui dormaient pour finalement acheter quelque chose d'autre, ça peut être de la nourriture, ça peut être quelque chose de très important, t'as pas compris où étaient tes priorités. Parce que si ça dormait, c'est que tu n'en avais pas besoin pour acheter peut-être quelque chose de très important. C'est peut-être, et donc il faut se dire que, ok, peut-être que je vais devoir me priver un petit peu plus de certaines choses, parfois essentielles, pour pouvoir investir. C'est une question de priorité. C'est une question de priorité. Donc quelqu'un qui me dit ça, c'est quelqu'un qui vise mal ses priorités. D'ailleurs, c'est intéressant que tu le dises parce que je raconte souvent quand j'ai débuté, et d'ailleurs quand on s'est connus à cette époque-là, je finissais les études, j'avais pas d'argent du tout, je voulais lancer mon entreprise et je savais pas comment. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par revendre mes consoles de jeux qu'on m'avait offert à des fêtes, des Noëls et tout. J'ai renoncé aux jeux vidéo, un truc que je kiffe. Ouais. On s'est connus d'ailleurs à travers le monde du jeu aussi. Ouais, c'est vrai, exact. Et juste après, il y a un autre truc qui s'est passé, c'est que j'ai réinvesti ça pour me former, pour apprendre et pour ma boîte. Donc j'ai revendu tout ce que j'avais, je me suis allégé et j'ai mis ça, c'est une question de priorité. Ouais. Donc je pense que c'est intéressant que tu en parles parce que c'est à vous de voir aussi vos priorités, ce que vous avez sous la main. Quoi. Ouais, c'est ça. Et après, il y a un investissement, là on parle d'investissement pécunier, mais par rapport à ce que tu viens de dire, il y a un investissement en soi qui est plus qu'essentiel, parce qu'avant d'investir dans une action, comment savoir si c'est la bonne, comment savoir est-ce que je suis en train de faire un bon choix, faut d'abord que je puisse m'instruire. Oui. Et cette instruction, elle peut se faire de manière très simple, grâce à YouTube, grâce à une formation que tu peux acheter, grâce juste en discutant avec des personnes qui ont fait, et tu leur dis vas-y, je peux te payer un café ou un verre ou juste un déj, et ce déj là de quelqu'un qui a déjà fait, mais il va être tellement rentable que du coup tu gagneras plus tard sur des années. Donc les 50 euros que tu vas mettre dans ce repas là, c'est du temps que tu gagnes, parce que la personne, quand elle va te délivrer de la valeur, elle va te délivrer ses erreurs, et on apprend beaucoup plus des erreurs qu'autre chose. Oui, autant apprendre les erreurs des autres pour peut-être les répéter. Absolument, c'est vraiment ça. Donc ça, c'est essentiel. Investir déjà sur soi. Oui. Comme je dis souvent, remplissez votre cerveau et votre cerveau va remplir votre portefeuille. Exactement. Et
Du coup, tu as parlé de priorité et j'aime bien la notion de priorité parce que souvent quand on pense priorité, il y a l'argent mais on pense aussi au temps. Ouais. Et il y a une notion que je voulais aborder avec toi, c'est oui, il y a la notion d'argent, mais beaucoup disent ouais mais moi ce qui compte le plus c'est ma liberté, c'est le temps. Et d'ailleurs sur Instagram, j'aime bien comment tu as formulé investissez dans votre liberté. Exactement, c'est ça. Donc comment toi, quel est ton rapport justement temps et argent? Comment tu vois les deux? Ouais, alors mon rapport temps et argent, il est très particulier dans le sens où j'ai compris malheureusement trop tard, mais il n'est jamais trop tard, que le temps était prioritaire sur l'argent. Donc en fait, je fais tout pour avoir un maximum de temps. Mais je te jure, Jo, quand je te dis je fais tout, c'est-à-dire que moi, si tu me dis viens là, tu vas gagner 150 € ou viens pas, et tu peux rester 3 heures chez toi et juste te reposer, je te jure que je reste chez moi. Parce que je sais que ce que je peux faire en 3 heures chez moi en étant à la cool va me rapporter bien plus que les 150 € que je vais gagner en allant faire un truc. Ouais. Et mon rapport temps-argent, il est essentiel et basé sur que le temps, parce que j'ai bien compris que c'était une denrée beaucoup plus rare que l'argent et que le temps que j'ai, ben en fait, maintenant, avant c'était pas le cas, mais maintenant, je sais qu'en 10 minutes, aujourd'hui, je gagne plus d'argent que 3 heures de travail d'avant. Mais parce que j'ai appris à être plus synthétique, plus rapide, faire les bons choix sur certaines choses, même si des fois je me plante encore. Mais donc, rapport temps-argent, clairement, le temps. C'est vrai que même dans les affaires, je sais qu'il y a un avant-après, le jour où j'ai réalisé que le temps était plus important. Parce qu'en fait, tu priorises, tu apprends à dire non, tu sais où mettre tes priorités, tu respectes ta valeur horaire. On parlait des conseils tout à l'heure. Quand tu as fait des erreurs, quand tu as de l'expérience et tout, tu sais ce que ça vaut et combien ça vaut en temps. Tu apprends aussi à créer des systèmes où tu ne vends pas ton temps, où tu gagnes de l'argent en dormant, parce que ça c'est important. Exact. Donc je crois que, ouais, comme tu l'as dit, c'est vraiment une notion qui est importante et qu'on a tendance à oublier. Donc le jour où vous mettez votre temps en priorité, c'est là comme par hasard que l'argent aussi il va arriver. Ouais, ça arrive. Et on a abordé un petit peu le sujet là du MLM indirectement. Je sais que tu es parti en guerre à un moment contre les coachs mythos. Ah, moi je suis en guerre contre beaucoup de gens. Ouais, tu t'es fait beaucoup d'amis, je crois. Ah ouais. Et justement, c'est quoi toi c'est quoi pour toi les coachs mythos et les grosses arnaques là qu'on voit? Parce qu'il y en a beaucoup qui donnent des conseils sur l'argent et moi aussi je pète un câble parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Ouais. Comment on peut différencier justement les bons des mauvais conseils et puis comment reconnaître les coachs mythos comme on dit, ceux qui racontent n'importe quoi? Ouais. Alors, les coachs mythos, une grosse partie du MLM et autres sont clairement des arnaques. Alors, tu as des gens qui vont essayer de te dire non, mais le MLM ce n'est pas une arnaque parce qu'il y a eu Tupperware. Tupperware, ça a été créé dans une période où les femmes elles n'avaient pas le droit de travailler et que les seules vendeuses disponibles c'était des gens qui allaient voir leurs copines pour vendre des trucs Tupperware. Ouais. À cette époque-là, ok. Et voilà pourquoi ça a été créé. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui vendait des Tupperware à part des nanas à leurs copines chez elles parce qu'elles faisaient ça toute la journée chez elles. Ouais. Donc les gars confondent beaucoup de choses quand ils parlent de ça en prenant des exemples pour se crédibiliser. Okay, le truc c'est que c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure. Quand ça commence par argent rapide, facile, vends d'abord à tes amis, teste autour de ta famille, en gros arnaque toute ta famille, c'est ce que ça veut dire, tu as bien compris que c'était pas quelque chose pour toi et que c'est pas des gens qui te veulent du bien. Quand ils commencent à avoir un discours beaucoup trop sectaire, encore une fois, c'est pas une bonne chose. Quand on te dit regarde, pour vendre le produit, il faut que tu achètes d'abord ça. Il y a un truc qui n'est pas logique. Et là, généralement, pour se dédouaner, ils vont dire oui, mais c'est comme quand tu as une entreprise, tu investis d'abord dans un produit, dans un truc. Oui, mais là, tu me vends, là, ton truc, il est basé sur une arnaque. Tu me vends un produit, parce que généralement, ils vont te vendre des produits avec des gros bénéfices de fou, testés grâce à des chercheurs, des machins, des trucs. Tu tapes le nom des chercheurs, tu tapes le nom de tout ça, tu vois que ces gens-là n'existent pas. Et s'ils existent, ils ont fait de la prison tellement de fois que tu te dis, mais je peux pas m'associer avec quelqu'un comme ça. Et donc, généralement, moi, le MLM ou tout ce qui va être lié au marketing de réseau, je vais rentrer en guerre frontale. Et pareil pour les coachs mythos. Donc, les coachs mythos, pour en faire une ligne, c'est très simple. C'est des gars qui vont te dire viens, je vais t'apprendre à faire quelque chose. En échange,
tu vas me payer une formation qui coûte 10 000 €, mais exceptionnellement jusqu'à ce soir minuit, elle est à 197 €. Ok, d'accord. Donc là, tu viens de me faire un pourcentage de l'espace. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a un truc qui est absolument pas logique. Je suis ok pour faire un rabais, ça peut être les soldes, mais là, c'est pas les soldes, mon frère. Oui, puis il y a des tranches. Tu fais un rabais sur des produits à centaines d'euros. Oui, tu peux faire une réduc, mettre des bonus. Oui. Mais quand le truc il part de 10 000 et j'enlève ça, et t'arrives à je sais pas combien, 100, je sais pas quoi, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ça, c'est de la fausse création de valeur en fait. Mais oui. Il y a un gros souci. T'as déjà vu Harvard dire hey, nous, l'année à Harvard, c'est 200 000, mais exceptionnellement, ce soir, minuit, c'est 100 balles. Harvard du ghetto. Non, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai que ça c'est un gros fléau, et je crois qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, les gens qui sont pas initiés, ils comprennent pas, ils captent pas, ils se font avoir. C'est important de se rappeler que dans beaucoup de situations, il y a un peu de bon sens aussi. C'est ça. Feeling, le bon sens. Je sais que l'être humain il est attiré par ce qui est facile et rapide, mais quand c'est trop facile, rapide, sans effort, c'est toujours que ça pue. Exactement. Tu vois, j'ai une des nanas que je coach qui de temps en temps m'envoie des messages pour avoir mon avis. Ah Tony, je suis tombé sur tel mail, tel machin, telle personne qui m'a proposé un truc, t'en penses quoi? Et elle m'envoie les messages, elle m'envoie les screens. Je dis, il n'y a pas des mots qui t'alertent? Quand il y a écrit ROI plus 6000%, retour sur investissement plus 6000%, je l'ai fait en quelques jours, je lui dis tu te dis pas il y a un problème dans le truc? Elle me dit oh non, ça a l'air plutôt très alléchant. Je lui dis mais il a le problème. Alléchant est un problème dans l'investissement. Je dis pas qu'un l'investissement ou le travail ça doit se faire dans la lutte, ça doit être dur, je dis pas ça. Mais je dis que à l'opposé, le truc trop facile, ça doit allumer une alarme dans ta tête. Bah oui. Et surtout que il y a une notion, on en a parlé un peu, c'est la notion de compétence. C'est est-ce qu'on te vend le truc miracle, tu copie-colle et voilà, et ça marche 3 jours, ouais. C'est un truc à la mode, ou est-ce qu'on te vend vraiment des vraies compétences? Et je crois que ça c'est pour différencier les mythos des vraies bonnes personnes qui vous donnent des bons conseils. Les bons conseils, généralement, on vous vend des compétences. Ouais. On vous montre comment faire, on vous rend autonome. Et tu as parlé de sectes, les sectes, t'es pas autonome. Exactement, on te rend autonome. Et c'est tout à fait ça. Et tu sais quoi, ça me rappelle ces trucs où tu sais, quand les gars te disent oui, viens, moi, grâce à moi, je vais t'envoyer les signaux, tu vas pouvoir acheter à tel moment, Oui. La pire des arnaques, déjà, ce truc-là. Et encore une fois, t'es pas autonome. Quand quelque chose ne te rend pas autonome et que tu dois dépendre de la personne, t'as un problème. T'as un gros problème. Clairement. Et je crois que voilà, c'est pour vous dire que peu importe les opportunités de faire l'argent que vous allez voir, tout ce qu'on dit là, c'est des fondamentaux. C'est les bases de l'investissement, c'est l'état d'esprit, c'est aussi faire des erreurs, c'est apprendre, se former. On ne vous dit pas qu'il ne faut pas vous former parce que tu proposes, je crois que tu as un groupe privé où tu proposes des conseils et tout. Moi, je vends des formations et du conseil, mais c'est pas pour dire nous on est meilleur que les autres et tout. C'est juste que notre philosophie, et c'est pour ça que je te fais confiance pour qu'on échange, c'est qu'on est là vraiment pour vous rendre autonome et vous délivrer des vraies compétences tout en modérant les promesses. Alors oui, il faut quand même faire des promesses, hein, sinon voilà. Tu vas apprendre des choses, tu sauras faire tout seul, enfin c'est des trucs logiques. C'est logique, mais le but c'est derrière qu'on vous donne les moyens d'y arriver et qu'on vous rende autonome. Donc soyez vigilants sur ça, c'est quand c'est trop un truc copier-coller miracle, c'est que ça pue généralement. C'est clair. Moi c'est ce que je dis, tu vois, aux gens de mon groupe privé. C'est les premiers messages sur lesquels tu tombes quand tu rentres dans mon groupe privé. Et encore, mon groupe privé, il se fait sur sélection. Donc je prends pas tout le monde. Enfin, tu vois, c'est même pas un truc où genre c'est une école, tu rentres, tu sors. C'est même pas ça. Et d'ailleurs, dans mon groupe, quand tu sors, tu peux plus revenir. Tu rentres qu'une fois. Et c'est les premiers messages que je dis, c'est ici, vous allez devoir apprendre. Il y a une phrase d'apprentissage qui est quand même assez longue. Par contre, moi, je vais vous apprendre à pêcher le poisson. Je vais jamais vous le donner tout cuit. Mais à la fin, vous allez devenir c'est de la pêche au gros que vous faites, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Mais à aucun moment, je vais te donner le truc tout cuit. Je vais te le reprendre. Je vais jamais créer ce. Moi, l'idée, c'est que les gens rentrent et puissent derrière avoir une certaine autonomie. C'est tellement essentiel. Et puis même, c'est plus gratifiant. Tu te dis, bon, j'ai aidé quelqu'un à pouvoir se développer, à apprendre, et puis tu vois son évolution après. Absolument. Plutôt que d'aller lui donner un truc tout fait, voilà, parfois je peux donner des petits scripts, des trucs comme ça, mais si je vous donne pas l'essence de la vente, de la psychologie humaine, ça sert à rien en fait. Exactement. Copier un script ou une méthode, c'est inutile. Et moi, tu vois, généralement, et c'est même plus facile pour moi dans mon groupe,
Parce que dans mon groupe, j'ai appris à des gens à faire certaines choses. Oui. Quand il y a les nouveaux qui arrivent et qu'il y en a un qui me demande, je lui dis attends, là, je vais te donner un exemple très concret. L'autre jour, j'ai un gars du groupe, ça fait pas mal de temps qu'il est dans le groupe, et il me dit ah Tony, je veux sortir de mon travail et tout ça, et je vais vraiment me remettre juste sur les investissements IMO parce que j'ai racheté un nouveau truc et je vais mettre plutôt là-dedans. Il hésitait à créer sa boîte. Je lui dis ok, dis-moi ce que tu veux faire et moi je vais t'aider dans le montrer. Il me dit bon vas-y, je vais pas créer ma boîte tout de suite, je vais prioriser sur la location courte durée. Je lui explique A plus B comment faire sur la location courte durée, tous les trucs qu'il doit mettre en place, jusqu'au logiciel qu'il doit acheter, et je lui explique comment le mettre en lien avec Airbnb. Enfin, je lui explique tout. Oui. Le mec, en quelques mois, mais tu sais quoi, il n'y a que la preuve des choses qui marchent. Je vais te retrouver son message avec ce qu'il me dit. Donc là, la conversation que j'ai avec lui. Donc ça, c'est la conversation que j'ai avec lui avec les éléments qu'on s'envoie. Et ça, c'est ce qu'il m'envoie avec ses revenus. Donc là, est-ce qu'on voit? Ouais, on voit. Où il m'envoie ses revenus du mois, 4 887 € depuis qu'on a commencé. Donc de septembre on avait commencé jusqu'à décembre. Ouais. Il fait donc on va dire il fait 5 000 €. Ça c'est beau. Ça c'est du concret. Ça c'est du concret. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? J'ai un autre gars du groupe privé qui en a marre de son taf, qui venait d'acheter un petit appartement et il louait ailleurs. Il me dit Tony, j'ai envie de faire du Airbnb, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui dis tu bouges pas. J'appelle Jeff et je lui dis Jeff, tout ce que je t'ai appris, tu vas l'apprendre maintenant à Fabien, et maintenant Fabien fait exactement la même chose. Donc au-delà de les rendre autonomes, moi ce que je veux aussi, c'est qu'ils puissent s'apprendre entre eux, parce que vu que je peux pas apprendre à tout le monde, au moins si j'en rends un autonome, il peut aider derrière la suite et les autres. Surtout que la connaissance, ça enrichit tout le monde. Exactement. Donc, tout le monde va pouvoir en profiter, en bénéficier, et c'est en fait finalement c'est la vieille tradition de la transmission de savoir. Quand tu vois les écoles d'arts martiaux, ils transmettent aux élèves et les élèves vont transmettre aux autres élèves, et ça va transmettre de génération en génération, et c'est ça qui est beau en fait. C'est que ça. Ouais. Et justement, il y a un sujet qui moi me tient à cœur parce qu'on est en plein dedans. Vas-y. C'est la crise, la fameuse crise, récession, voilà, tout ce qui se passe en ce moment. Toi, franchement, je pense que ça peut être intéressant de mettre du contexte par rapport au moment où on est maintenant, puisqu'on enregistre début 2023. Et même s'il y a des conseils qui sont intemporels, parce que moi j'aime l'intemporel et j'aime que vous ayez les choses. Pour toi, c'est quoi la meilleure attitude à avoir dans cette crise? Et peut-être les opportunités. Comment, dans une crise, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on gère une crise en fait? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous allez commencer à rentrer dans le monde du travail, ou à partir du moment où vous allez commencer à investir, vous allez entendre ce mot crise. Ce qui veut dire que moi, le mot crise, je l'entends depuis des années. J'ai l'impression que depuis le premier jour où je me suis concentré sur les investissements ou sur l'économie, on m'a dit que j'étais en crise. Donc moi j'ai l'impression que ça fait genre 20 ans que c'est la crise en fait. Je crois, parce qu'après on l'a commencé, il y a eu le 2000, et après 2000, moi j'étais un gamin. Je sais qu'en 2008 j'étais en école de commerce. Ouais. Et on nous disait déjà qu'on était en crise, voilà, c'était les subprimes, et on nous disait vous allez sortir de là dans un monde en crise. Ouais. Et donc dites-vous une chose, à vous qui regardez cette vidéo, si vous regardez cette vidéo en 2050, je suis sûr qu'on vous dit que c'est encore la crise. Ouais. Donc en fait, il faut savoir une chose, c'est que ça ne s'arrête jamais. Ils le disent tout le temps. Mais pourquoi ils le disent tout le temps? Parce qu'en fait, du fait de dire aux gens que c'est incertain, que c'est compliqué, et en fait, si tu veux, il y en a qui vont quand même essayer de rester proches de leurs sous. Ouais. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée qu'ils vont prendre leur argent, ils vont le mettre sur des livrets, ils vont le mettre un peu à la banque, et quand tu mets tes liquidités à la banque, quand ce n'est pas hors de la banque, c'est la banque qui s'enrichit. Donc dis-toi que si tu entends le mot crise, il y a quelqu'un à qui ça profite, et c'est certainement pas à toi. Donc, il y a une chose qu'il faut faire, c'est que quand tu entends le mot crise, tu dois entendre le mot je dois investir. Je vais te donner un exemple. Comment se fait-il que lorsqu'il y a eu une dernière crise bien connue très récemment sanitaire, comment se fait-il que c'est comme par hasard à ce moment-là qu'énormément de personnes se sont enrichies? C'est bien que la crise, ça rapporte. Il y a des gens qui savent la mettre à profit et dans leur intérêt. Et donc, tout ce que les personnes ont à faire, tout ce que vous avez à faire, vous qui écoutez cette vidéo, c'est de vous dire comment est-ce que je peux investir à ce moment-là. Je vais prendre l'exemple mars 2020, quand arrive ce grand moment de crise. Qu'est-ce qui se passe? Wall Street a fermé une journée.
probable. Ils ont fermé la terre entière à l'arrêt. Enfin bref, quand tout ça se passe, il y a des gens qui se disent waouh, les actions elles sont tombées elles étaient à, je dis n'importe quoi, hein, elles étaient à 500, elles sont plus qu'à 5 euros. Et là, que font le commun des mortels? Ils enlèvent tout leur argent. Qu'ont fait certains? C'est là où ils ont mis. C'est les soldes. Ah, mais c'est les soldes. Là, ils ont mis fête, des actions comme never. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez quelques années plus tard, maintenant, aujourd'hui. Eh ben, ça a même pas doublé. Pour certains, ça a fait x10, ça a fait x20. Et donc, c'est bien que lorsqu'il y a une crise et que tout le monde est en panique, c'est ce moment-là où il faut se dire ok, ils sont en panique, où est-ce qu'ils enlèvent de l'argent? Là où ils enlèvent de l'argent, c'est là qu'il y a les soldes. Et c'est là que tu achètes. Et attention, ne jamais en parler autour de vous, pas pour ne pas donner le bon plan, mais parce que les personnes sont tellement dans un sentiment de panique qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi vous investissez là où tout le monde décide de partir. Alors qu'en réalité, c'est ce qu'il faut faire. Parce que si vous achetez là où tout le monde achète, bah oui. Vous allez acheter trop cher. Généralement, c'est trop tard. Bah, beaucoup trop tard. C'est comme les cryptos. Tu vois, les cryptos, quand on en parle, quand c'est haut, c'est là que tout le monde achète. Mais non, il faut acheter quand personne n'en parle, quand c'est au plus bas, c'est là qu'il faut acheter. Alors ces jours-ci, c'est les soldes. Ouais, c'est les soldes. En ce moment, en fait, on va pas vous donner des conseils en investissement, mais c'est encore une fois, c'est des principes. C'est que dans les crises, il y a toujours des gens qui s'enrichissent des opportunités et il faut aller les chercher. Exactement. Et c'est souvent après, justement, dans la croissance qu'il y a des nouveaux riches. En 2008, il y a eu plein de nouvelles boîtes, plein de nouveaux riches grâce à cette crise. Et moi, je considère honnêtement que je fais partie de la génération qui a pu se lancer dans les affaires justement avec la crise de 2008, qui a surfé le monde digital. Oui. Là, je pense qu'on va surfer une sorte de renaissance digitale, donc on verra ce que ça va donner, mais en tout cas, changez votre mindset par rapport à ça. Oui. Est-ce que toi, parce qu'on parle de l'argent, on parle d'investissement, mais moi j'aime bien aussi la notion de kiff. Ouais. Et il y a des choses qui sont plus passionnantes aussi, etc. On parle beaucoup parce que je veux parler de façon concrète, on parle d'investir dans l'or, notamment surtout pendant les crises, que c'est une valeur refuge. On parle aussi des montres de luxe, de certains objets de luxe qui gardent de la valeur et qui prennent de la valeur. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Notamment, par exemple, moi j'adore les montres, c'est une de mes passions. Est-ce que pour toi c'est un bon investissement et comment tu vois l'usage aussi? Ouais. Alors les montres, moi je trouve que c'est une très bonne chose, déjà parce que j'aime ça, pareil, que j'en porte, que j'en ai. Et donc moi je trouve que c'est une bonne chose dans le sens où c'est de l'investissement plaisir. Oui, en plus la montre, t'as le plaisir de la porter, tu la portes, ta montre. Tu la portes, elle est jolie, t'aimes la regarder, t'aimes la porter, c'est un bijou, tu vois. Donc oui, après elle peut avoir une valeur bien évidemment sentimentale, mais pour beaucoup, investir dans les montres, c'est faire typiquement ce qu'on va appeler du trading, hein. C'est-à-dire que j'en achète, je les revends, j'en achète une autre, ou bien je les divise en deux, les œufs elles remontent un petit peu, hop, j'en revends une, je garde l'autre. Donc il y a une partie un peu trading dans les montres aussi, dans l'achat-revente qui peuvent être intéressants. Il y a aussi la partie plutôt d'avoir de l'argent en cash. T'achètes une bonne montre, tu sais que ça garde sa valeur, ça prend de la valeur. Ça prend de la valeur parce que quand tu as une liasse de 20 000 € comme ça, dans quelques années, même s'il y a toujours 20 000 €, mais en fait, par rapport à ce que tu peux acheter, tu en as moins. Bah oui. Mais quand tu prends une montre et que tu achètes une montre à 20 000 € par exemple, généralement, au fur et à mesure des années, elle ne va faire que monter. Parce que c'est la rareté. Il y en a moins sur le marché, il y en a moins en vente, il n'y en a pas beaucoup de fêtes. Donc forcément, elle va prendre de la valeur contrairement à l'argent. Mais sur ça, il faut quand même vous renseigner sur... Enfin, faut être passionné. Les montres, généralement, il faut se donner ça en exemple, hein, parce que c'est une des choses qui prend de la valeur. C'est comme les bijoux, en or notamment. L'or, qu'est-ce que tu en penses aussi par rapport L'or, pareil, c'est une bonne chose, c'est une très bonne valeur refuge. Généralement, moi, l'investissement en or, quand je conseille à certaines personnes peut-être d'en faire, c'est plus en se disant, je vais le mettre mon argent en or pour ne pas y toucher. Pourquoi? Quand je dis n'importe quoi, encore une fois, je reprends l'exemple des 20 000 € en billets. Quand tu as 20 000 € en billets comme ça, tu le laisses dans un coffre. Ça perd de la valeur. Ça perd de la valeur. Si jamais il y a le feu et que ton coffre il n'est pas anti-feu, ça brûle. Alors que de l'or, déjà ça brûle pas. Et en plus de ça, si tu as 20 000 € d'or en lingots par exemple, ou bien tu as 20 000 € en cash, il est plus facile de prendre de temps en temps un petit billet de 500 pour acheter un truc que de couper le morceau d'or et d'aller l'échanger. Donc c'est pour ça que je dis, quand vous investissez en or, mettez une somme que vous ne voulez pas toucher, vous voulez être sûr de la garder. Et l'avantage, c'est que l'or aussi, au fur et à mesure des années, il monte. Il monte moins vite que les montres, il monte moins vite que beaucoup de choses, mais au moins, il monte. Contrairement au cash qui a une déperdition.
D'ailleurs, les montres, il faut quand même vraiment connaître aussi les marques qui gardent de la valeur, qui en prennent. Les marques, les modèles. Les modèles, que ce soit certains modèles de Rolex, certains modèles d'Omega Speedmaster et Seamaster. Après, il y a des marques encore plus luxueuses. Après, il y a aussi des montres, même accessibles, les Casio G-Shock et tout, qui sont des valeurs sûres. Donc, il faut se renseigner, il faut aimer. Pas juste à acheter pour acheter. Après, ça reste du kiff. Si vous kiffez les montres, n'allez pas tout de suite être dans la spéculation de... Voilà. C'est ça, gardez-les, sachez faire avec et vous verrez, généralement, surtout pour des grosses marques un peu connues, plus ou moins accessibles encore une fois, généralement quand vous l'achetez, le bijoutier vous dit, si on la retrouve sur le bon coin, monsieur, sachez que nous n'allons plus faire affaire avec vous. Voilà, faut le savoir. Oui, et puis une montre en plus, c'est comme une sorte de patrimoine familial, on peut la léguer à ses enfants et tout. C'est des exemples d'autres investissements auxquels on peut penser après tout ce dont on a parlé. Et justement, je voulais, parce qu'en fait, ça va être marrant pour ceux. Je vais pas exclure ceux qui ne sont pas antillais, mais vous pouvez continuer à écouter parce que je sais qu'on a des antillais qui nous suivent. Maintenant, c'est entre nous. Voilà. Mais voilà, c'est une petite parenthèse parce que je sais que nous sommes tous les deux antillais. Toi, tu es plus au nord de mon île, moi je suis de Martinique. Toi, tu es l'île au-dessus. Enfin, l'île au-dessus de celle au-dessus de la Dominique, donc la Guadeloupe. Et les îles sœurs, comme on dit, j'ai famille en Guadeloupe aussi. Absolument. Et il y a beaucoup d'antillais qui nous suivent. Et j'ai pensé à ça va être marrant, ça va vous faire rire parce que je me suis dit, c'est vrai que les trucs qui valent cher, que ce soit les chaînes en or ou même une montre qui vaut cher, généralement je porte pas trop aux Antilles. Pour pas me faire braquer, tu vois. C'est vrai. Non, c'est pour ça que j'ai pensé aux Antilles, pas forcément bien. Ça se trouve, j'ai jamais été braqué, mais le moment que je vais dire ça, les loups ils vont m'attendre. Prochaine fois que je rentre, ils vont dire on t'attend avec tes bijoux à l'aéroport. Bon, après, que ce soit en Guadeloupe ou même là, ici, on est à Bordeaux, tu peux te faire braquer. C'est ça. Après, c'est vrai que c'est n'importe où sur Terre. C'est ça. Voilà. Parenthèse fermée, mais on reste dans la parenthèse antillaise. Pour toi, depuis très jeune, c'est vrai que j'ai toujours trouvé qu'on a un rapport à l'argent assez particulier aux Antilles. J'ai vraiment ton avis un petit peu parce que dans certains cas, je pense que ça peut bloquer des personnes. Il y a des blocages inconscients dans la communauté antillaise, des gens qui se mettent des limites. Je peux pas, ou je peux pas investir, ou c'est pas pour moi, ou peu importe l'endroit où je vais aller, je serai en minorité, donc pas avantagé. Comment tu vois les choses, toi ? Alors, je vais commencer par la fin. Oui. Quand tu as de l'argent et que tu investis, que tu es chef d'entreprise ou investisseur ou que tu as ta boîte, et quand tu as de l'argent, tu te rends compte d'une chose, quand tu rentres dans certains milieux, il n'y a plus de couleur de peau, elle disparaît, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de culture, il n'y a plus rien, il n'y a qu'une valeur, on va dire, c'est la création d'argent. C'est soit combien tu pèses, soit tu fais de l'argent, donc tu es avec nous. C'est-à-dire que c'est le facteur commun de toutes ces personnes dans ce milieu-là. Oui. Donc ça, c'est quand tu arrives à avoir de l'argent. L'argent n'a pas de couleur. L'argent n'a pas de couleur, pas d'odeur. C'est très neutre. Pour ceux qui ont une vision de l'argent, c'est très neutre. Moi, tu sais, je le vois pour faire... Là, il y a une boîte qui a pris des investisseurs pour faire un tour de table pour qu'on puisse investir chez eux. Donc, ils sont venus me voir, ils sont venus voir d'autres personnes. J'ai fait la petite réunion, histoire de voir. Je me dis, bon, voyons si ça peut être intéressant comme investissement. Autour de la table, des bons bourgeois français comme on n'en voit nulle part tellement ils sont planqués, des Qataris, tu te dis mais eux je les vois jamais de l'année, où est-ce qu'ils se planquent, des nouveaux riches parce qu'ils ont bien investi, ils ont fait des trucs et ils sont là. Tu as des gens de différentes confessions, que ce soit religieuse, que ce soit culturelle, de différents milieux. Je te jure, j'étais là, j'avais l'impression d'être dans une boîte d'M&M's. Il y avait de tout. Il y avait de tout, mais un point commun, nous avons tous de l'argent, nous sommes tous là pour investir dans un projet. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant quand tu t'en rends compte. Maintenant, en commençant par le début, quand tu prends, si on parle du coup de notre culture et des Antillais, quand tu prends la valeur qu'il y a avec l'argent, que ce soit aux Antilles, mais aussi beaucoup quand même en France ou dans la francophonie, si je prends maintenant l'exemple de nos îles, nous avons eu une histoire qui est liée à cette relation avec l'argent. Le peuple guadeloupéen, le peuple antillais, le peuple martiniquais est un peuple qui est né de l'esclavage. À l'origine, nous étions en Afrique,
C'était des Indiens qui étaient là et nous on nous a ramenés. Donc notre histoire naît au moment où l'esclavage naît. Oui. Parce qu'avant ça, notre histoire est en Afrique. Mais en tout cas, l'histoire des Antilles, elle commence là. Donc notre histoire, plus ou moins, elle commence là, même si elle commence bien avant. Hein. Ce qui fait que, à cette époque-là, les gens qui créent de la valeur, de l'argent, ce sont ce qu'on va communément peut-être appeler pour certains des béquets, ce sont des esclavagistes, bref, ce sont ces gens-là. Et c'est eux qui créent l'argent. Et nous, à cette époque-là, qu'est-ce qu'on fait? On travaille gratuitement. C'est souvent pour ça que tu as beaucoup d'Antillais qui créent des sociétés et qui ont du mal parfois à se faire payer. Parce qu'en fait, tu as quelque chose qui est ancré dans la culture. Ah, mais il faut que je me fasse payer, il faut que je demande de l'argent, c'est dur. Oui, mais non, pendant plus de 400 ans, on t'a bossé gratuitement. Donc, il y a un truc dans la culture qui est très ancré. De l'autre côté, celui qui crée l'argent dans notre histoire est celui qui est méchant, celui qui n'est pas agréable, celui qui fouette. Donc, forcément, on a un rapport à la création monétaire qui est souvent quelque chose de très désagréable, quelqu'un de méchant, de pas bon. Donc forcément, tu vas voir dans certaines familles, pas toutes les familles, mais dans certaines familles, quelque chose comme ça. Mais tu retrouves ça dans des familles en France où tu as des gens de la campagne qui vivaient autour d'un château, qui ont travaillé pour château, un peu comme des esclaves, parce que finalement on les a taxés énormément et qui ont aussi à différentes échelles, mais ce mal-être, on va dire, avec l'argent, et celui qui fait de l'argent qui est le grand méchant. Oui. Donc nous on a ce truc dans notre histoire sur lequel il faut se détacher. Moi je suis très heureux de voir qu'il y a des Antillais qui arrivent à faire de l'argent, des Antillais qui se battent, des Antillais qui réussissent. Je prends des gars comme toi, on va prendre des gars, même si c'est différent, comme Thierry Henry, mais qui dans le foot à réussir en sortant du foot à faire d'autres trucs. Mike Petrus par exemple dans la NBA, qui est un gars de Sainte-Anne, qui est un gars des Abîmes. T'as des gars qui créent des montres qui sont super, t'as d'autres gars, je te prends un exemple, Chef Le Riche, qui est un Haïtien et qui a grandi en Guadeloupe, qui est certainement le prochain chef qui va recevoir une étoile. T'as des gars et des nanas qui s'en sortent vraiment et qui arrivent à se détacher de ça. Oui. Et du coup c'est une bonne chose, mais il est vrai que à cause de l'histoire, il y a certaines choses qui restent bloquées. Oui, qui restent même parfois de l'inconscient collectif. C'est là, c'est ancré, et il faut s'en détacher. Après, on a aussi des forces. C'est vrai qu'on a quand même une force de caractère, on a quand même une envie de s'en sortir, on a une solidarité, on a beaucoup de choses que je me suis rendu compte quand je suis arrivé pour mes études en France hexagonale, c'est que j'ai réalisé à quel point en fait notre culture qui a un mélange qui s'est fait avec tout ce que tu as dit, on a quand même une force et des choses que j'ai pas retrouvées ici. On a un respect des anciens, bon ça faut le garder. Absolument. On a un respect de certaines valeurs, on a ce côté aussi, l'image de notamment chez les femmes, la femme forte, potomitan comme on dit. Exactement. Les femmes de famille, la forte. Moi dans ma famille c'est vraiment les femmes qui portent le truc. Chez moi aussi, ça c'est typiquement africain. Alors, moi j'aime bien demander aux personnes qui réussissent dans un domaine, dans plusieurs domaines, un petit peu quelles sont leurs routines, leurs habitudes, leurs journées type. C'est quoi toi ta journée ou semaine type, on va dire tes habitudes, même si je pense que tu as de la flexibilité, mais les trucs limite non négociables ou les trucs qui reviennent souvent. Alors tu l'as dit, la flexibilité, ça c'est le maître mot de ma journée. Généralement, ma journée type, tu sais, il y a des gars, je pense, peut-être que tu fais partie de ces gars-là, tu sais, qui se réveillent très tôt. Tu te réveilles tôt, toi? Non, je suis pas du matin. Moi. Ah, j'adore. Je suis pas du tout du matin. J'ai brisé, j'ai démonté le Miracle Morning. On est d'accord. Voilà. Alors moi, le Miracle Morning, je l'ai brûlé. Je me suis dit très bien, s'il y a des gens qui arrivent à faire ça, mais franchement, bravo, parce que moi, c'est impossible. En fait, je fais mon Miracle Morning, mais plus tard. Moi mon Miracle Morning, c'est simple, il commence à 11h du matin. C'est-à-dire que quand je me réveille, il est entre 10 et 11h. Pourquoi ? Parce que quand je dors, il est généralement 4h du matin. Pour une raison simple, c'est que pendant toute ma journée, tu vois, là par exemple depuis tout à l'heure, j'ai reçu à peu près tout ça on voit peut-être pas, mais j'ai reçu beaucoup de messages. Et le truc, c'est que toute la journée, mon téléphone va sonner, donc il faut que je sois très disponible. Quand arrive 11h, il va sonner un peu moins, mais comme je travaille avec les Antilles et le Canada, du coup, décalage horaire, ils sont encore réveillés. Mais on va dire que vers 1h du matin, je reçois quasiment plus de messages. Et là, je me mets en fait à travailler sur mes trucs sur mon ordi, et je vais envoyer jusqu'à, on va dire 3h du mat. Donc ma journée qui fait minuit, 3h du mat,
c'est la journée de quelqu'un de lambda qui fait 9h, 17h. Ouais. Seulement moi, en 2-3 heures, j'ai fini tout mon taf. Oui, et puis encore une fois, je dis, bon, c'est bien beau de se réveiller tôt, mais ce qui compte, c'est pas à quelle heure tu te réveilles, c'est ce que tu fais pendant que tu es réveillé. Mais c'est ça. Quand tu es réveillé, tu fais quoi ? C'est quoi ta journée ? Est-ce que tu envoies ? Donc moi, c'est ça. Ensuite, je vais avoir quand je me réveille, donc on va dire vers 11h, donc petit déj, patati patata, petit café. Généralement, je trace au sport. Ouais. J'essaie de faire une demi-heure de sport, au moins 1 heure, ça dépend. J'essaie vraiment d'envoyer. Et après, quand je reviens, c'est là où est mon plus gros problème. Et c'est là que généralement, tu sais, les gens prennent rendez-vous avec moi, mais moi, j'y arrive pas. Parce que des fois, je vais avoir une urgence, je vais avoir un truc. Là, par exemple, dans un de mes établissements, demain, il y a un truc. Je ne le savais pas, je l'ai appris avant qu'on fasse cette vidéo. Donc, du coup, j'ai changé mon planning. Tous ceux qui avaient pris rendez-vous avec moi demain, je les ai décalés. Je leur ai dit, c'est pas possible, j'ai ça à faire. Donc, en fait, après, généralement, ma journée, dans mon planning, j'ai pas un truc. Alors, j'ai des trucs à faire, mais les vrais trucs que j'ai à faire, c'est je fais d'abord moi, donc manger, faire mon sport. Après, je fais tout ce qui me rapporte de l'argent. Donc, je vais me tenir au courant de tous mes business qui tournent, appeler les gens qui sont au poste ou qui me gèrent mes trucs, savoir où est-ce que ça en est, ça avance bien, là ça dit quoi, là c'est bien, donc tout ce qui me rapporte de l'argent. Ensuite, je travaille sur tout ce qui va me rapporter de l'argent. Donc, généralement, mes futurs investissements, mes projets que j'ai en cours, tout ça, tout ça. Et après, le reste. Tout le reste. Et est-ce que tu as des règles par rapport à ta gestion du temps ? On a parlé de temps priorité. Est-ce que tu as mis des règles, des trucs qui te permettent de justement valoriser et prioriser ton temps ? Alors, je vais... Mais c'est des trucs... c'est des trucs tout bêtes, mais c'est vraiment très propre à moi. Par exemple, je dois prendre rendez-vous avec quelqu'un la semaine prochaine pour un truc. Cette personne veut que je l'aide sur quelque chose et veut bosser avec moi. Je lui ai dit, tu sais quoi ? Moi, je peux pas me poser 10 minutes et t'écouter, c'est pas méchant, hein, oui. Ou 1 heure ou une demi-heure. Franchement, je peux pas. J'ai watt milliards de trucs à faire. Ce que je te propose, c'est que tu viens avec moi. Ouais. C'est-à-dire que je suis dans ma voiture, tu me parles, tu m'expliques ton truc, et après je te redépose et ça, il n'y a pas de problème. Mais je peux pas m'arrêter et faire ça. Donc, déjà, j'ai arrêté de prendre. En gros, tu gardes ton rythme et l'autre, s'il veut t'avoir, il s'adapte à ton rythme. Et c'est que ça. Donc, ce qui veut dire que je ne prends plus de rendez-vous. Okay. Les appels téléphoniques, c'est quand je peux. Ouais. C'est-à-dire que je décroche dès que je peux, je rappelle dès que je peux. Et je dis généralement aux gens, n'hésitez pas à m'appeler tard. Oui. Parce que c'est plus facile pour moi. Parce que dans la journée, je trace. Et on va dire que comment je pourrais dire ça, ma grande règle d'or de la gestion de mon temps et de mes journées, c'est que si c'est désagréable, je dois l'enlever de ma journée. Oui. C'est-à-dire s'il y a un problème, si c'est désagréable, je ne le fais pas, je ne me force même pas. Oui. Sauf quand il faut le faire, il faut travailler, ou bien il y a un salarié peut-être dans un truc qui pose problème, il faut que je règle le problème. Ça oui, mais si il y a quelqu'un qui est trop insistant, qui est chiant, je ne me force même pas, je me prends même plus la tête. J'ai trop de problèmes à gérer façon de parler ou de choses qui ont une véritable importance dans mon business pour me prendre la tête avec des gens. Ouais. Bonne chose. Permet de rester productif, de caler ton rythme, de gérer tes priorités et tu restes ta priorité. Ouais, exactement, je reste ta priorité. C'est important et parfois les gens sont pas à l'aise avec ça, mais vous êtes votre priorité et il faut l'assumer. Et c'est comme ça que vous êtes aussi au meilleur service des autres parce que vous avez le temps, vous êtes présent, etc. Donc, et je voulais pour finir savoir, est-ce que tu as des indispensables en termes d'outils ? C'est quoi l'outil que tu utilises le plus ou tes applications ou autres ? Ton téléphone. Alors mon téléphone number one. Ouais. Avec mon téléphone, mes outils en mode de travail ou ce que j'ai toujours sur moi ? Toujours sur toi en mode travail. Pour ton business, tes investissements, etc. Alors, ça va paraître bizarre parce que j'ai une liste, c'est un peu une liste de meufs. Pourquoi je dis ça ? Parce que, mais tu sais quoi, je vais vous montrer que c'est pas un mensonge. Déjà, j'ai toujours ma pochette avec mon ordinateur dedans. Dans ma pochette avec mon ordinateur, comme je fais aussi des vidéos, j'ai toujours une petite brosse pour me brosser la barbe de façon à toujours être coiffé. Les détails. Et d'ailleurs, un détail, il m'a demandé quelle était la couleur des sièges de la Tesla pour savoir comment s'habiller pour pouvoir ressortir. Exact. Donc ils auraient été blancs. J'aurais été en noir. Il aurait été en noir. Là, ils sont noirs. Il a mis du blanc. Exactement. Alors, moi, je me suis mis en bleu. Ouais, j'ai un sens du détail qui est très. Mais très je voulais prononcé. faire un contraste yin-yang. Voilà, exactement. Donc j'ai ma pochette avec mon ordinateur, le petit truc pour me coiffer, le petit truc pour nettoyer toujours mes petites lunettes. J'ai toujours, parce que j'adore sentir bon, toujours plusieurs parfums partout, dans ma voiture, dans mon sac, dans un autre sac, tout ça sur moi. J'ai toujours du cash avec moi sur moi.
Si jamais il m'arrive un truc, je peux pas payer en carte bleue, j'ai toujours de l'espèce et j'ai toujours ma carte bleue. J'ai toujours mon téléphone avec à l'intérieur donc mes batteries, chargeur autonome, chargeur surprise. Je vais d'abord mettre surprise si j'ai une prise, si j'ai pas de prise, chargeur autonome, mais jamais chargeur autonome alors qu'il y a des prises. Sinon, je me suis trop fait avoir comme ça. Après sur mon téléphone, bien évidemment, Instagram number one. Ensuite, j'ai une petite appli que j'utilise parce que je fais les ICA, tu sais, les trucs kilométriques pour ma compta. En gros, quand je me déplace en voiture, mon comptable il me demande toujours t'es allé de où à où pour déclarer, pour les impôts, tout ça. En fait, j'ai une appli qui calcule mes distances. Qu'est-ce que j'utilise souvent? Alors mes mails, je les utilise quasiment jamais. WhatsApp beaucoup. WhatsApp. Alors communiquer sur WhatsApp, c'est la vie. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je communique par Instagram ou par WhatsApp. WhatsApp number one quand c'est des gens qui sont un petit peu plus proches de moi. Quand c'est des gens à qui je ne veux pas donner mon numéro, c'est généralement Instagram. Après, j'ai généralement toujours mon passeport sur moi parce que je suis très du genre à prendre un billet. Genre là, je suis ici. Et si ça se trouve, demain, je suis en Guadeloupe, à Montréal ou je ne sais où. Et donc du coup là ça se trouve, et j'ai toujours une valise prête dans mon coffre. Ah ouais, carrément. Toujours. Mais il y a quoi? Il y a 4 caleçons, 2 t-shirts de rechange, un jean, une trousse de toilette prête, avec toujours des moins de 100 milli pour passer l'avion sans enregistrer. Donc toujours une valise de prête dans mon sac avec mon passeport. Et voilà, c'est mes indispensables. Comme ça, si là je dois partir en voyage, j'ai tout sur moi, j'ai tous mes trucs. C'est intéressant l'histoire de la valise parce que moi, ce que j'ai tout le temps sur moi, c'est des trucs, c'est des conneries quoi. C'est un ballon de foot, un ballon de basket, des chaussures de foot, des chaussures de basket, des vêtements de sport, des tenues de sport en fait au cas où. Mais la valise, c'est vrai que c'est pas con. Ouais, mais après c'est une valise que je prenne l'avion ou bien que j'aille chez un pote dormir ou une amie ou peu importe, j'ai toujours des affaires de rechange. Ça c'est important, c'est bien, comme ça au moins c'est optimisé, t'es déjà prêt quoi. Exactement, toujours prêt, moi je suis un militaire. C'est cool, écoute, merci beaucoup pour l'échange, on a fait le tour, je voulais faire à peu près 1 heure, on est un peu dedans, on a débordé un peu. Vraiment merci, c'était beaucoup riche, je pense que on avait fait un podcast il y a de ça quelques temps, c'était sur l'influence et tout, et là comment on a parlé créer un réseau. Donc du coup, si vous qui écoutez, qui regardez, vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je pense que Tony passera pour répondre. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram @TonyJazz. Le compte est très facile à retrouver puisqu'il y a la petite certification. Sur TikTok, toujours @TonyJazz, et bien évidemment sur YouTube, TonyJazz. Super, je vous mettrai les liens en descriptif. Et puis voilà, comme j'ai dit, continuez à nous suivre, continuez à suivre le podcast, la chaîne YouTube. Allez suivre Tony Diaz, il fait du lourd, il fait des super contenus sur le mindset, sur l'argent, sur l'investissement, etc. C'est vrai que c'est un sujet ultra large, on peut pas parler de tout, mais c'est avec plaisir qu'on vous fera d'autres épisodes. Là, la fois qu'on s'est vu, c'était avant tout ce qui s'est passé, c'était en début 2020. On est loin d'imaginer que ça allait être tout ça, et en tout cas, c'était cool de voir l'évolution et comment on progresse. Absolument. Merci pour l'invite. Merci et à la prochaine. À toutes. Ciao. Ciao.